Chers amis de la Sarthe et des alentours, bienvenue dans Au Quotidien en ce jeudi 28 septembre avec Enzo Maubert à la manœuvre pour le journal. Bonsoir Enzo. Bonsoir, alors bonsoir à tous. Ce soir, retour sur un fait divers sartois avec notre invité. Et oui, on reçoit ce soir Nicolas Fernand, journaliste au Maine Libre. Il publie ce livre, Le mystère de la Croix-Mignon, un double meurtre non résolu de 1948. Nous reviendrons avec lui sur cette affaire hors norme qui a passionné pendant plusieurs semaines les Sartois. Et Nicolas Fernand est notre invité dans les deux parties. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par WhatsApp au 0670 672 792. Mais on commence tout de suite avec l'actu. Au sommaire de ce journal du jeudi 28 septembre, l'épilogue d'un procès. Et oui, alors celui de l'automobiliste qui a en août 2020 tué le policier Éric Monroy lors d'un contrôle. Il a été condamné à 12 ans de prison. La voiture du futur présentée au Mans, c'est au salon X Mobility. Le prototype intègre des dizaines d'innovations qui pourraient arriver dans nos véhicules bien plus vite qu'on ne le pense. Et puis un artiste qui a lui aussi longtemps fait figure de précurseur au Mans, Tian, vous le connaissez sûrement pour ses fresques géantes. Il expose en ce moment une toute autre partie de son œuvre, découverte en fin de journal. Et puis avec notre invité, nous reviendrons sur ce double meurtre, ça s'est passé il y a 75 ans. Celui de deux épicières à Semur-en-Vallon, c'était en 1948. Un crime encore entouré de mystère. Le journaliste Nicolas Fernand s'est replongé dans l'enquête. Mais en début de ce journal, un fait divers beaucoup plus proche de nous. Après 3 jours de débat, la cour d'assises a tranché ce mercredi, Enzo. Oui, Charlie Fajol a bien été reconnu coupable de violences volontaires sur le policier Éric Monroy, décédé en service le 6 août 2020. C'était lors d'une simple opération de contrôle sur la chaussée. Excite donc l'homicide involontaire plaidé par la défense. 3 ans après, c'est la fin d'un procès éprouvant pour la famille et les collègues du policier. Après plus de 4 heures de délibéré, la Cour condamne Charlie Fajol à 12 ans de réclusion criminelle. Une peine loin d'être exemplaire pour les avocats des parties civiles, alors que l'avocat général avait requis 15 ans de prison. C'est évidemment très peu, c'est évidemment très frustrant. Et donc ce verdict, il nous donne une double sensation. La sensation d'avoir convaincu le jury sur la qualification pénale et la sensation que la justice a encore des progrès à faire en termes de sévérité sur ce type de comportement. Même sentiment du côté des policiers, venus nombreux assister au procès. C'est un petit soulagement, c'est jamais assez. Voilà, face à la mort d'un homme, d'un papa, d'un mari, d'un collègue, parce qu'avant tout c'est ça, ce soir qu'on vient d'entendre. Je viens de discuter avec la veuve d'Éric. Elle n'imaginait pas en dessous, donc elle va se satisfaire de la peine prononcée. L'avocat de la défense, maître de Barry, n'a pas souhaité s'exprimer. En plus de la peine pénale, la Cour se prononcera sur les dommages et intérêts à verser aux parties civiles. L'audience est prévue le 8 décembre. Dans le reste de l'actualité, il y a aussi cette plainte pour agression sexuelle contre l'ancien entraîneur du Mans FC, Didier Ollé-Nicole. L'information a été révélée par nos confrères du Parisien. Kadidiatou Diani, l'ex-attaquant du PSG, aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, a porté plainte en juin 2023 contre Didier Ollé-Nicole, son entraîneur de l'époque. Les faits se seraient déroulés en août 2020. L'entraîneur avait déjà fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle et avait fini par être écarté de l'équipe féminine du PSG qu'il entraînait. Son avocat dément les faits. Une enquête préliminaire est ouverte. Pour rappel, Didier Ollé-Nicole avait encadré l'équipe mancelle pendant la saison 2020-2021. Santé, les maires de la métropole, le Mans Métropole, investissent 9 500 000 € pour le centre hospitalier du Mans. Et oui, le centre hospitalier est en déficit depuis la période Covid. Les collectivités vont donc lui venir en aide pour lui permettre d'investir. Le projet total s'élève à 48 550 000 €. Parmi les subventions majeures délivrées par la métropole, on retrouve notamment des subventions pour la pédiatrie et la pédopsychiatrie. On le sait, elle est en difficulté en Sarthe. Et puis notons également un investissement sur les jeunes avec la construction de nouveaux locaux à destination des internes. Le but, fidéliser les jeunes médecins à l'issue de leurs études. On écoute le président de Le Mans Métropole, Stéphane Le Foll. On sait que la démographie médicale aujourd'hui est extrêmement défavorable. On risque de perdre 40% des médecins qu'on a aujourd'hui parce qu'ils vont partir à la retraite. Donc il n'y a pas 36 solutions. D'abord,
On n'a pas un numerus clausus qui a été, même s'il a été supprimé, qui va nous permettre d'avoir beaucoup de médecins dans les années qui viennent. Donc il faut qu'on essaye d'avoir des médecins qui restent ici dans la Sarthe, même s'ils sont formés à Angers, ils sont venus faire leur internat au Mans et ils se plaisent au Mans. Donc s'ils se plaisent au Mans, ils peuvent rester et commencer leur carrière au Mans. C'est donc des médecins qu'on cherche à garder en même temps qui viennent, dans le cadre de leur formation, au CHM. C'est ça l'objectif, c'est ça la stratégie. Et sur le thème de la santé, d'ailleurs, vous pouvez retrouver une émission spéciale, un débat qui a été enregistré avec des professionnels de la santé qui sera diffusé ce samedi à 19h. Dans le reste de l'actualité, Renault expose la voiture du futur au Mans. On va parler de voiture volante, c'est ça, Enzo? Non, pas vraiment. Alors, on n'y est pas encore. C'est une voiture connectée, mais c'est déjà pas mal. Son nom, Human First Vision, un prototype imaginé par une start-up interne de Renault, Software République, en partenariat avec de grands groupes industriels comme Dassault Systèmes ou Thales. La technologie à bord est, vous allez le voir, remarquable et se retrouvera même dans les futurs modèles de la marque aux losanges. Anthony Piton. Hello, Marion. Do you want to enter? Yes. C'est un prototype qui sert de laboratoire. À bord de la Human First Vision, plus d'une vingtaine d'innovations promettent une expérience inédite. La première expérience, c'est la surveillance en fait, des données physiologiques avec ton électrocardiogramme. C'était assez impressionnant, je dois dire. Je suis arrivée, la voiture qui s'ouvrait toute seule, on a pu aussi mesurer mon cœur, on a même pu me dire si j'étais stressée. Reconnaissance faciale, surveillance de l'état de santé du conducteur ou encore son immersif par des bulles sonores privatives. On est plus proche d'une intelligence artificielle roulante que d'une simple voiture moderne. Dans le cas en fait, où le conducteur est en train de faire un malaise. Donc ça peut être détecté par le véhicule va prendre un certain nombre d'actions, par exemple de garer le véhicule et de contacter en fait, les urgences, une ambulance, voire même de faire une visioconférence avec un docteur. La Human First Vision restera un concept car, mais ses fonctions seront reprises dans les futurs modèles Renault. On a voulu démontrer l'écosystème, qu'il fonctionnait, et puis montrer que cet écosystème il était capable d'amener des produits, des services dans la mobilité de demain. Et on aura dès 2025 un certain nombre des innovations qui apparaîtront dans des véhicules de série. Bon nombre des technologies du prototype pourraient donc un jour faire partie du quotidien. Cette affaire criminelle est restée un mystère. Le double meurtre de la Croix-Mignon, c'était en 1948 à Semur-en-Vallon. Pour en parler avec nous, le journaliste, notre confrère Nicolas Fernand, confrère du Maine Libre. Bonjour Nicolas Fernand. Bonjour. Comme le disait Laure, vous publiez ce livre, Le mystère de la Croix-Mignon. Un nom presque léger, pourrait-on dire, pour un crime pourtant qui a été sordide, puisque nous sommes en 1948 à Semur-en-Vallon. Et quand les gendarmes arrivent sur place, c'est une scène effroyable qu'ils découvrent quand même. Alors oui, les deux sœurs Verrier et Marthe et Louise, âgées d'une cinquantaine d'années, ont été massacrées, a priori à coups de barres de fer. Donc les faits se sont produits dans la nuit du 13 au 14 août 1948 à la Croix-Mignon. Une auberge, épicerie estaminée. Et tous les samedis matins se tient un petit marché local à cet endroit. Et au petit matin du samedi, personne, tout est clos. On s'inquiète, on va prévenir les gendarmes, le maire de la commune. On arrive et on découvre les corps atrocement mutilés, est-il écrit dans les journaux d'époque. Alors, c'est un fait divers qui va véritablement passionner les Sartois. Alors, tout de suite, il passionne les Sartois et il inquiète très fortement les habitants de Semur, des environs, des communes alentours. Personne n'a été arrêté, évidemment, on vient de découvrir les corps. Vont-ils recommencer? On se pose beaucoup de questions et les moyens d'enquête sont tout de suite très importants. Alors, ce qui est fascinant dans ce livre, dans cette enquête aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements finalement. Les enquêteurs vont faire face à de multiples fausses pistes et à chaque fois, eh bien, finalement, ça va mener vers rien du tout, presque. En fait, je pense qu'il y a un empressement à trouver des coupables. Donc on fait feu de tout bois, le moindre indice est exploité, parfois surexploité même beaucoup trop vite, puisqu'on ne prend pas vraiment les précautions d'usage. On va vite en besogne, on interpelle facilement, on place en garde à vue, on interroge, et on fait fi de la présomption d'innocence, puisque les mises en cause sont tout de suite pris pour des assassins. C'est ce qu'on écrit dans les journaux, il n'y a pas d'assassin présumé, c'est l'assassin. On a arrêté l'assassin de la Croix-Mignon. Et à l'époque, en plus, on risquait la peine de mort, la guillotine encore. Pour ce genre de choses, oui, effectivement. Ça a joué, selon vous, sur le fait qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tué les sœurs Verrier?
cette précipitation de la police dans l'enquête? Alors, dans une enquête criminelle, et encore plus avec les moyens de l'époque, les premières heures, les premiers jours sont décisifs. Alors évidemment, quand on part dans tous les sens et qu'on n'a rien de concret, on perd du temps et on peut éventuellement perdre le fil. C'est a priori ce qui a pu expliquer que cette affaire soit restée non élucidée, puisqu'on peut le dire, de toute façon, ça reste un cold case, c'est pas un mystère, ça. Alors, c'est aussi votre premier livre. Pourquoi avoir choisi de parler de cette affaire? Il y en a des tas d'autres en Sarthe, affaires criminelles. Pourquoi celle-ci? Alors, je voulais un fait divers ancien, déjà. Et ma grand-mère habitait à Saumur-en-Vallon. Donc, j'ai passé pas mal de temps là-bas et j'entendais parler de ce crime de la Croix-Mignon sans trop savoir de quoi il s'agissait. Donc, j'ai décidé de me plonger dans les archives et j'ai trouvé quand même matière à écrire. Oui. C'est assez riche. Et vous disiez, alors, votre grand-mère habitait Saumur-en-Vallon. Quand on lit le livre, je trouve qu'on ressent aussi, on voit l'enfant du pays derrière les lignes. Est-ce que vous avez aussi envie de raconter la Sarthe de l'époque, la Sarthe de 1948 ? Oui, en toile de fond, il y a toute une vie d'après-guerre, une vie très, très rurale. Les choses ont beaucoup changé. Mais à cette époque, on est encore bien plus près du début du siècle, ou même du 19e siècle. Il y a très peu de voitures, les gens se déplacent en vélo, avec des chevaux, motocyclettes aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de fermes. C'est très rural, très rural. Tout au long du livre, on suit Fernand Bocage. C'est l'un de vos prédécesseurs. Il travaille au Maine-Libre, il a couvert l'affaire. Est-ce que quand on revient, quand on lit les articles d'un confrère, on s'identifie aussi un peu à ce journaliste ? Alors, en quelque sorte, oui, même si les choses à ce niveau-là aussi ont beaucoup changé. Alors, le style d'écriture n'a plus rien à voir. Les journalistes à l'époque rentrent dans la maison, sont sur la scène de crime avec les policiers. On donne tous les détails, quitte à choquer, c'est ce qu'on veut peut-être aussi, mais... On ne ferait plus ça aujourd'hui, on ferait plus dans ça. notre métier. Il y a des familles, il y a les familles des victimes, donc on essaie de les préserver au maximum. Et pareil pour les journalistes, tout comme les policiers ou les gendarmes, la présomption d'innocence, elle n'existe pas vraiment. Alors, on a une question WhatsApp. On nous demande si vous avez suivi des faits divers récents les dernières années dans la Sarthe et si ça a pu vous aider pour construire cet ouvrage. Alors, j'ai suivi la rubrique faits divers pendant quelques années, mais c'était maintenant il y a plus de 10 ans. Non, ça ne m'a pas forcément aidé. Je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir en plus. C'est pas du show, là. Oui, on revient sur... On a le temps de... Sur une affaire qui vous a passionné, j'imagine. Oui, c'est passionnant. Puis moi, j'adore aller dans les archives départementales, archives du Maine-Libre. J'aime l'histoire, donc là, j'ai été servi. Je remonte le temps, quoi. Alors, on va continuer de parler de ce livre dans la deuxième partie, Laure, et on va revenir justement sur ce que vous venez de dire, votre travail d'enquêteur aussi que vous avez fait aux archives, et puis sur le traitement des faits divers à l'époque. On vous retrouve dans quelques instants, Nicolas Ferrand, pour continuer de parler de ce livre, Le mystère de la Croix-Mignon. Mais tout de suite, un mot de sport, je crois, Laure. Oui, absolument, et j'ai perdu mes fiches. Avec la défaite du MSB. Oui, la défaite du MSB, allez-y Enzo. Voilà, les tangos qui se sont lourdement inclinés sur le parquet de Paris Basket avec plus de 40 points d'écart au final, 112 à 71. Le Mans qui n'a jamais vraiment rivalisé avec le club de la capitale et Paris qui est l'un des favoris de ce championnat de Betclic Elite. Il s'agit de la deuxième défaite en 3 matchs de championnat pour les joueurs d'Édric Delors. Prochain match pour le MSB, samedi à 18h30 contre Le Portel et c'est à Antares. Absolument. Allez, le retour d'un artiste, à présent un artiste sartois que vous connaissez peut-être et dont vous avez certainement déjà vu les œuvres dans les rues du Mans. Il s'agit de Tian, un artiste qui s'est mis au vert dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, il vit à la campagne et après quelques années d'introspection et de militantisme pour le climat, il revient avec une nouvelle série de peintures. Ces représentations restent les mêmes, des femmes fortes et en lutte, sur fond de culture pop aussi avec un clin d'œil aux années 20 et aux années 70. Une exposition qui est à découvrir au hangar Créalab au Mans jusqu'au 14 octobre. Et c'est vous, Laure Girard, qui avez pu assister à l'installation de cette exposition. Contes des filles de l'orage. Le titre de la nouvelle série de l'artiste Tian ressemble à dessin au titre d'un film japonais des années 70. Et ces filles-là en ont des histoires d'amour et de lutte à nous raconter, comme cette actrice hollywoodienne des années 40, Jean Tierney. Ça a été une très grande actrice hollywoodienne, mais qui a fini un petit peu dans l'anonymat et dépressive, comme beaucoup d'actrices de cette époque. Et l'idée, c'était de raconter une grève. Celle-ci n'a pas existé dans les années 40, mais il y a eu des grèves d'acteurs dans les années
20, dans les années 60, et notamment dans les années 20 où les actrices demandaient le fair play. En fait, moi, j'essaye toujours de produire un petit décalage, avoir des petits éléments de décalage qui font qu'on peut resituer cette imagerie un peu vintage dans notre vécu d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles l'artiste souhaite se battre, notamment avec le collectif Extinction Rébellion, c'est la défense du vivant. Il y a quelques mois, Tian s'est laissé porter par le chant de la nature qui lui a inspiré les premières toiles de cette nouvelle série. Déjà la représentation justement de beaucoup d'éléments botaniques et la superposition avec l'humain. Et en fait, on fait partie de cette nature, on est des animaux et on est dans le règne du vivant comme les végétaux. Des sérigraphies où l'amour, la rébellion et la nature se mélangent. Tian, homme tout en douceur, s'est mis au vert, mais son esprit, lui, reste rouge colère face aux dominations dans nos sociétés. Une exposition à retrouver au hangar Créalab les jeudis, vendredis et samedis de 13h à 19h. Et c'est gratuit, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve tout de suite après avec Nicolas Fernand, journaliste, pour parler de ce fait divers, le mystère de la Croix-Mignon. À tout de suite. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors globalement, on a pu profiter d'une belle journée et bien pour ces prochaines heures, mais également au cours de ces prochains jours, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours cet anticyclone qui continue de balayer les perturbations en dehors de nos frontières. Alors pour votre soirée, un ciel globalement bien dégagé, des températures qui évolueront entre 18 et 20 degrés, 18 pour Alençon, pour Mamers ou encore Sille-Guillaume, 19 degrés pour La Ferté-Bernard ainsi que pour Saint-Calais et pour La Flèche, 20 degrés au Mans, la Bazouge, Pont-Valin ou encore pour Malicorne. Pour la journée de vendredi, encore une fois, du soleil dès les premières heures de la matinée. Côté température, celles-ci évolueront entre 14 et 17 degrés. 14 degrés pour Alençon, encore à Sille-Guillaume, 15 degrés au Mans, pour La Ferté-Bernard, à Vendôme, encore du côté de Blois. Même chose à Tours, 16 degrés pour La Flèche, encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, très peu d'évolution avec toujours ces conditions météo qui resteront plutôt estivales sur l'ensemble du département de la Sarthe avec toujours du soleil et des températures qui resteront largement au-dessus des normales de saison, des températures dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août avec 24 à Alençon, pour Mamers ou encore à Mortagne-au-Perche, 25 degrés au Mans, La Ferté-Bernard ou encore à Blois, 26 à Tours, pour La Flèche ou encore du côté de Pont-Valin. Pour la journée de samedi, encore du beau temps le matin mais également l'après-midi, température entre 21 et 24 degrés et le mercure devrait grimper pour la journée de dimanche, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez les amis une très bonne soirée. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Chers amis, bienvenue dans la suite. Dans quelques instants, on va revenir sur le mystère de la Croix-Mignon. C'était en 1948 et notre confrère Nicolas Fernand en a écrit un ouvrage complet. Mais tout de suite, on regarde la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Un air toujours dégradé ce jeudi, vous le voyez, et ça continue vendredi avec une légère pollution, principalement à l'ozone, et ça nous vient des courants océaniques. Mais tout de suite, Enzo, on vous retrouve avec notre invité. Et oui, on continue de parler de ce livre, Le mystère de la Croix-Mignon. C'est aux éditions L'Étrave, les éditions L'Étrave, voilà, avec Nicolas Fernand. Alors, avant de se quitter pendant la pub, on parlait justement de ce traitement des faits divers à l'époque, qui est totalement différent de notre métier aujourd'hui. Vous, qu'est-ce qui vous a frappé dans la différence entre 1948 et aujourd'hui dans le traitement de ces faits divers ? Vraiment le manque de précaution et la précipitation.
C'est-à-dire qu'à l'époque, les journalistes pouvaient suivre les gendarmes comme ça, jusque sur la scène. Sans gants ni rubalise, comme a écrit mon confrère Thierry Soufflard dans l'article qu'il a consacré. J'ai trouvé ça super sympa, cette expression et l'article aussi. Et le fait de toucher à tout, d'être là avec les policiers, de souiller éventuellement une scène de crime. Et vous qui avez lu toutes les archives du Maine libre de 1948 et d'après, est-ce que vous avez l'impression que les journalistes faisaient du sensationnalisme? On dit toujours qu'aujourd'hui, on critique beaucoup la presse en disant c'est du sensationnalisme. Mais à l'époque... C'était pas une mesure avec ce qui se faisait à l'époque, puisque là, les détails les plus glauques, les plus sordides sont donnés. On prend plus de précautions aujourd'hui, finalement. Oui, puis on pense que derrière tout ça, il y a des familles, il y a des proches, et que ce soit les présumés coupables, enfin les mis en cause ou les victimes, il y a des gens derrière, donc il y a des familles, il y a des réputations, donc on fait attention, quoi. Alors quand on décide de retraiter un fait divers comme celui-là, comment on travaille? Leur parler des archives, ça a été votre principale base de travail, les archives des journaux? Alors beaucoup de temps aux archives, alors celle du Maine libre, et là c'était plutôt facile. Forcément. Voilà, j'avais quelques escaliers à descendre. Les archives départementales pour les collections Ouest-France, Maine libre, un peu Le Monde, mais bon, il n'y avait pas eu beaucoup de choses décrites dans le Monde au sujet de ce fait divers sartois. Et je suis allé sur place, évidemment, rencontrer, alors plutôt des anciens, ça va de soi, des gens qui ont connu cette affaire, mais qui étaient vraiment gamins. Et qu'est-ce qu'il reste, justement, 75 ans après, à Saumur-en-Vallon? Il reste toujours, en fait, je ne sais pas si c'est de la peur, mais... Ça a marqué. Ça a marqué les esprits, c'est là, ça rôde. On se demande s'il n'y a pas des fantômes. On se demande toujours, et c'est ce que vous avez mis sur la couverture. Alors, c'est pas vous, mais sur la couverture est écrit les sœurs Verrier ont-elles été victimes de redoutables rôdeurs? Et ça reste encore 75 ans après. On a l'impression qu'ils sont toujours là, les rôdeurs, et qu'ils rôdent toujours. Puis la forêt, elle est spéciale. En plus, cette forêt de Gibray, elle est épaisse. On peut se sentir isolé dans ce coin-là. C'est très beau. Donc là, oui, c'est très beau, mais la nuit qui tombe à Croix-Mignon, je pense que pour vous, il y a on passe vite. Pour vous, il n'y a aucune chance qu'on retrouve... Ou y a-t-il une chance, d'ailleurs, qu'on retrouve un jour celui ou celle qui a fait le clou? J'ai pu rencontrer quelques personnes sur des séances de dédicaces. On m'a dit que beaucoup savaient qui était derrière tout ça, mais que la personne ou les personnes en question n'étaient pas des tendres. Il y a eu des menaces de mort, il y a eu tout ce genre de choses qui ont pu se passer au moment des faits et après, et les gens se sont tus. Sachant qu'aujourd'hui, l'affaire est prescrite. Depuis 1974. Il ne faut plus intervenir de toute façon, on ne fera plus rien dessus. Mais on ne prendra jamais le risque de livrer un nom ou même de donner trop d'indices, puisque de toute façon, c'est pareil, il y a des descendants. Mais elle continue de fasciner quand même, comme beaucoup d'affaires criminelles. Quand on va sur place et qu'on dit la Croix-Mignon, on met une pièce et... Ça repart. Ça repart. Voilà, merci beaucoup Nicolas Fernand d'être venu avec nous nous parler de ce livre, Le mystère de la Croix-Mignon, retour sur une affaire hors norme. C'est aux éditions L'Étrave et on peut le trouver, Laure, bien dans toutes les librairies. Dans toutes les bonnes librairies, partout, dans toute la Sarthe et ailleurs. Merci. Et on vous le conseille d'ailleurs. Comme lecture. Merci Nicolas Fernand. Merci beaucoup Nicolas Fernand. Dans l'actu, ce vendredi, nous recevons François Boussard, le président de la Comcom du Sud-Sarthe, qui sera notre invité. Alors pas dans la partie actu, mais dans la suite. Et vous pouvez d'ores et déjà lui poser des questions. On va parler de dynamisme économique dans ce secteur du Sud-Sarthe. On va parler également, évidemment, un peu de tourisme. C'est important. Le WhatsApp, ça s'affiche 0670 672 792. On le connaît par cœur, alors c'est bon, il est rentré. C'est la fin de Quotidien. Le Quotidien, oui. Tout de suite, on retrouve Chloé Bergerat. Oui, pour Culturel avec du théâtre, mais aussi à la 15e édition des Chemins en couleur à Malicorne-sur-Sarthe. Très bel événement. À 20h, vous retrouvez Watson avec la chanteuse française Gilles Caplan. Vous vous souvenez de ce qu'elle chante, Gilles Caplan? Je ne connais pas du tout. Tout ce qui nous sépare. On connaît tous ce tube. Vous êtes trop jeune, Enzo. Ensuite, on parle business avec l'invité business ce soir. C'est le patron fondateur du groupe Magellim. Magellim, on dit investisseur dans les entreprises locales et dans l'immobilier. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se dit au revoir, alors. On se retrouve demain avec plaisir. Passez une très bonne soirée et de très bons moments sur LMTV. À très vite. Au revoir. Salut.